Voilà, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à l'Université de Mons pour une soirée exceptionnelle à différents titres. Première raison, c'est que nous accueillons notre ami Michel Bougard et c'est à chaque fois un grand plaisir. Donc pour ceux qui ne le connaîtraient pas, Michel Bougard est chimiste de formation, professeur d'histoire des sciences ici à l'université. Deuxième raison, c'est que c'est la première fois qu'on demande à un conférencier de revenir nous présenter une conférence à l'identique pour vous dire à quel point on a adoré la première édition. Et la troisième raison, c'est que l'exposé a lieu dans le cadre d'Explorer l'invisible, qui est notre nouvelle exposition qui a ouvert ses portes à la salle Saint-Georges vendredi dernier, à laquelle je vous invite chaleureusement. Voilà. Michel, je vais te laisser la parole. Bonne soirée à toutes et à tous. Vous me reconnaissez? Bien si. Mais non, vous ne pouvez pas me reconnaître, puisque vous ne me connaissez pas. Par contre, vous aurez sans doute reconnu la patte de celui qui m'a peint. Mais oui, c'est mon ami Johann Vermeer de Delft. Nous sommes nés la même semaine, en octobre 1632. Nous habitions à quelques rues l'un de l'autre en cette bonne ville de Delft, qu'il a si bien peinte. Sur cette toile, il m'appelle l'astronome. C'était en 1668. L'astronome. Quelle idée. Je venais de rentrer de Londres, où j'avais découvert, avec étonnement je l'avoue, le fameux Micrographia de Mener-Hooke. L'astronome. Allons donc. Alors que c'est l'infiniment petit qui m'intéresse. Sacré Johann. Un an plus tard, il me fit un nouveau portrait, et qu'il intitula cette fois le géographe. Ni astronome, ni géographe. Je suis Anthony van Leeuwenhoek, marchand de drap au coin de la Nieuwstraat à Delft. Scientifique amateur, je me plais à tailler des lentilles pour mes microscopes, et c'est moi qui ai découvert... Oh, pardon. Je vois que le conférencier s'impatiente. Je vais trop vite, et il veut sans doute commencer l'histoire par le début. Je vous en prie, Mener Bougard, et encore toutes mes excuses pour vous avoir chippé l'introduction de votre conférence. Eh bien, cher Anthony van Leeuwenhoek, vous vous êtes très bien présenté. Je pense que les Montois savent maintenant à qui on a affaire. Et je vous promets qu'on vous retrouvera d'ici la fin de la conférence, car vous êtes effectivement un des grands héros de cette grande histoire où l'infiniment petit et l'infiniment grand vont se rencontrer. Alors c'est vrai, l'histoire a un début forcément, un début qu'il est toujours bien difficile de situer. Probablement que depuis très longtemps on s'est aperçu que des gouttes d'eau tout simplement grossissent, hein, que des cristaux aussi peuvent, le cas échéant, jouer cet effet de lentilles grossissantes. Une des toutes premières traces de l'usage de ces cristaux comme objets grossissants, on la trouve dans un petit extrait de Pline l'Ancien qui fait allusion à l'empereur Néron. Néron qui souffrait, on le sait maintenant, d'une très forte myopie et qui était, on le sait aussi, un friand amateur de combats de gladiateurs et qui, pour pouvoir donc assister à ces combats, avait l'habitude de se munir d'une bague avec une superbe émeraude qui était taillée d'une certaine façon de manière à pouvoir jouer ce rôle de lentille, de lunettes, pourrait-on dire, puisque c'est bien le début de ces verres grossissants. Et pendant longtemps, on a taillé généralement du cristal de roche. On l'a taillé pour pouvoir s'en servir comme loupe, comme objet grossissant, sans lui donner d'autres usages particuliers. Mais on s'est rapidement rendu compte qu'on pouvait, avec un certain avantage, remplacer ce cristal de roche, ce quartz, par du verre. Encore fallait-il bien sûr avoir du verre de bonne qualité, si bien que c'est en Italie que les premières véritables lunettes se sont peu à peu imposées, et une des premières représentations de ces lunettes ou loupes, on la trouve dans la chapelle du couvent des Dominicains à Trévise. C'est une fresque qui a été peinte par Tommaso da Modena, et on y voit comme ça un certain nombre de prêtres,
notamment Nicolas Drouin, qui est en train de lire un texte avec une loupe on ne peut plus moderne, ou alors Hugo de Provence, qui a carrément le nez équipé d'une paire de lunettes en train de tracer un texte. Donc là, nous sommes au milieu du XIVe siècle et on va voir que cet usage des verres va se répandre un peu partout, là en tout cas où on peut faire du verre de bonne qualité, en Italie, je l'ai dit, mais également finalement chez nous, dans nos provinces, en Flandre, et également aux Pays-Bas. Il y a un autre tableau très, très connu aussi, où on a une représentation d'un autre religieux, le chanoine Van der Pal, qui lui aussi est en train, on le voit ici dans cet agrandissement, de se préparer à s'équiper d'une paire de verres pour lire son missel. Donc ces vers sont connus depuis un certain temps, mais la question que l'on se pose dans le domaine de l'histoire des sciences, c'est qui le premier finalement, ou en tout cas à quel moment on a songé à ajuster ces vers pour en faire un véritable instrument d'observation grossissant. Alors, ce n'est pas toujours évident parce que on interprète peut-être parfois trop rapidement certains documents. Je vais vous donner par exemple un exemple de recherche que je trouve peut-être un tout petit peu exagérée. Léonard de Vinci est réputé avoir découvert beaucoup de choses, et on lui fait presque inventer tout et n'importe quoi. On aurait, dans un certain nombre de ces manuscrits, trouvé des informations, des tracés, des textes qui font allusion, en tout cas c'est l'avis de certains chercheurs, notamment d'un historien des sciences turc, qui pense y avoir vu l'esquisse d'un télescope. D'autres vont même plus loin, ils ont carrément entrepris la reconstitution de ce type d'objet tel qu'il apparaît dans les manuscrits de Léonard. Bon, je pense que c'est probablement aller vite en besogne. On a un autre document de Léonard de Vinci qui n'est guère plus convaincant. C'est un de ces manuscrits où on reconnaît l'écriture caractéristique de Léonard de Vinci qui est écrit de manière inversée. Et on constate ici, vous voyez une sorte de cadre qui est posé sur un pied. Alors, quand on lit le texte, effectivement, il est question de taille de lentille, il est question d'observation. Et certains voient dans cette représentation, finalement, ce qui pourrait bien être la première lunette également d'observation. Bon, je pense à titre personnel que c'est allé vite en besogne et que ce sont là des extrapolations que je considère comme un peu gratuites et un peu rapides. La première trace certaine où il est question, il y a un petit problème technique. Moi je n'entends rien ici, mais attends, je vais voir si je peux faire... On a toujours des petits problèmes techniques comme ça. Bon, je vais voir si je peux le faire diminuer ici. Attends, oui. Alors, pardon? Ah, c'est parfait. C'est bon comme ça? Alors, je vais encore descendre un tout petit peu. Comme ça, on m'entend, ça passe. Et le son ne passe plus dans la salle non plus, alors. Mais dans la salle, il devrait passer quand même, parce que si... Comme ça va? Voilà, bon, c'est les problèmes, les aléas de la technique. Bon. Alors, le premier texte, je reprends un petit peu le fil de l'histoire, le premier texte qui soit avéré, c'est là aussi un Italien qui en est l'auteur, et là la description est tout à fait, je dirais, explicite. Fracastoro propose vraiment dans la description qu'il fait une lunette d'approche, un système équipé de verre que l'on place à deux extrémités
d'un tube probablement, et dans la description qu'il propose, il y a l'usage de cet instrument pour observer, notamment observer le ciel, hein, puisqu'il est très clairement question d'observer la Lune et d'autres astres, dit-il, et on les juge tellement proches que leur distance ne paraît pas excéder celle des clochers. On ne sait pas si Fracastoro a réellement construit ce type de lunettes d'approche ou s'il a simplement évoqué la possibilité d'en faire. On a un peu plus de certitude pour quelqu'un qui lui est presque contemporain, également un Italien, Della Porta, qui, dans un de ses principaux ouvrages, et notamment dans le manuscrit de cet ouvrage, propose une esquisse qui est, là, on ne peut plus explicite. Vous allez voir l'agrandissement dans un moment. Voilà, c'est deux tubes qui s'emboîtent l'un dans l'autre et qui peuvent donc s'ajuster pour une mise au point. Et quand on prend connaissance là aussi du texte qui accompagne la description, eh bien là on a vraiment une description de lunettes d'approche, pourrait-on dire. On parle de la forme des verres, des concaves. On précise avec beaucoup de détails ce qu'on est capable de faire. Et dans la dernière partie, Della Porta nous précise, si vous savez joindre comme il faut l'un de ces verres avec l'autre, les objets éloignés et les objets proches vous paraîtront fort augmentés et fort clairs. Donc là, on est manifestement en présence d'inventeurs qui ont plus que probablement mis au point ce genre de lunettes d'approche. Mais à part ces textes, nous n'avons pas la preuve matérielle que l'objet a réellement été utilisé. En tout cas, il n'a eu aucune diffusion à l'époque où il a été proposé. Ceux qui vont réellement, je dirais, faire démarrer ce véritable commerce de la lunette d'approche, ce sont des Hollandais. Il y a plusieurs personnes impliquées, je dirais, dans cette histoire. Le premier semble être Hans Lippershey, qui, très précisément le 2 octobre 1608, va déposer à La Haye un brevet, dont vous avez ici la copie, dans lequel il va décrire un instrument qui n'est rien d'autre qu'une lunette d'approche. Cette lunette d'approche va faire forte impression très rapidement. Lippershey va avoir l'intelligence de la montrer publiquement, d'en faire des démonstrations qui vont d'ailleurs être faites devant les autorités, notamment devant le prince d'Orange, Maurice de Nassau, parce qu'on comprend très vite qu'on a là quelque chose qui va permettre aux militaires de pouvoir observer des troupes en approche, de pouvoir éventuellement voir des navires qui s'approchent de certains ports. Donc très rapidement, les gens de pouvoir et les militaires sont intéressés par cette nouvelle invention. Pour l'anecdote, on a des traces très précises des démonstrations que Lippershey a fait aux Pays-Bas, parce qu'à ce moment-là, très précisément au mois de septembre 1608, il y avait toute une série d'ambassadeurs du roi de Siam qui étaient en visite, et il se fait que le rapport de la visite de ces ambassadeurs siamois, si je puis dire, ce rapport a été rédigé en français et imprimé d'ailleurs à Paris, et dans le texte, il est fait allusion à un faiseur de lunettes de Middelburg, pauvre homme, ajoutons, fort religieux et craignant Dieu, qui fit présent à son excellence, il s'agit du prince de Nassau, de certaines lunettes, moyennant lesquelles on peut découvrir et voir distinctement les choses éloignées de nous, de 3 et 4 lieues, comme si nous les voyions à 100 pas près de nous. Donc là, on a la confirmation, de manière assez précise, de cette série de démonstrations que Lippershey va faire à Middelburg et à d'autres endroits de Hollande. Ils sont plusieurs, en fait, à revendiquer cette invention de la première lunette d'approche. Quasiment au même moment, il y a un autre habitant de Middelburg, un certain Zacharias Janssens, qui prétend et qui montre d'ailleurs, on dispose toujours de l'objet, cette même lunette d'approche, toujours le même système, 2 tubes coulissants équipés à chaque extrémité d'une lentille. Et on a même retrouvé un 3e larron dans cette histoire, un certain Métius d'Alkmaar, qui a exactement, lui aussi, dans les mêmes circonstances que Lippershey, quelques jours plus tard, déposé un brevet pour une invention de ce type. Donc on peut considérer qu'à partir de l'automne 1608, on a
aux Pays-Bas en tout cas, un certain nombre de lunetiers qui ont mis au point une lunette d'approche. Et très rapidement, cette lunette d'approche va être construite par des artisans, elle va être diffusée à travers toute l'Europe. Des Pays-Bas, elle va être rapidement diffusée et parvenir en France. Et par exemple, un chroniqueur parisien, dans le Mercure français du mois d'avril 1609, donc on est vraiment quelques mois après les premières démonstrations qui sont déroulées à l'automne 1608 aux Pays-Bas, eh bien là aussi on vient expliquer, donc on trouve à Paris des boutiques chez les marchands de lunettes. Aux deux bouts, dit-on, d'un tuyau de fer rond et long d'un pied, il y a deux verrières, donc deux verres, deux lentilles, toutes deux dissemblables. Pour regarder ce que l'on veut voir, on ferme un œil, à l'autre on en approche les lunettes, avec laquelle on reconnaît une personne de demi-lieue. C'est bien la lunette d'approche des Hollandais qui est maintenant commercialisée à Paris. Et des Pays-Bas, passant par Paris, on va la retrouver bientôt partout en Europe, et notamment, on va la retrouver en Italie où nous allons découvrir le premier grand personnage de cette histoire de l'infiniment petit et de l'infiniment grand, Galilée. Galilée, on le sait, est à l'époque professeur de mathématiques à l'université de Padoue, il y est depuis 1592, et on sait aussi qu'il a été averti de l'existence des lunettes d'observation hollandaises dès le printemps 1609, dès le mois de mai probablement, d'après un certain nombre de lettres. Et quand Galilée apprend la connaissance de cette invention, il en a probablement un exemplaire entre les mains très rapidement, et il va se décider, en copiant très vraisemblablement la première lunette à partir de cette invention hollandaise, il va construire sa première lunette en juillet 1609. Alors, c'est quelque chose de relativement rudimentaire. C'est un tube qui a quelques dizaines de centimètres de long, qui a des caractéristiques relativement médiocres, un champ de 15 minutes, un pouvoir séparateur qui n'est pas très important, et puis un très très faible grossissement d'à peine 3 fois. Mais Galilée ne va pas se contenter de cette première lunette. Durant tout l'été 1609, il va se mettre à améliorer progressivement ce type d'objet. Et à la fin du mois d'août, le 21 août exactement, il a une lunette qui a déjà nettement des performances supérieures, et il va, lui aussi, en faire la démonstration devant le pouvoir politique de Venise, où Galilée se trouve à ce moment-là. Nous sommes toujours à une époque où le seul usage que l'on veut bien voir à cette lunette d'approche est un usage militaire. Cette lunette est capable d'observer des objets très loin, est capable de voir des troupes en mouvement. C'est surtout ça qui intéresse les gens de pouvoir à l'époque, pouvoir observer des troupes qui s'approchent d'un endroit. Et c'est bien avec cet objectif-là que Galilée vient faire sa démonstration à Venise. C'est aussi un peu avec cet objectif-là que, à Florence, le grand-duc Côme II va être tout de suite très intéressé par cette invention. Et ça intéresse d'autant plus Galilée qu'on se souviendra que Galilée est pisan, il est né à Pise, il est donc toscan, et il n'a qu'un rêve d'ailleurs, c'est de retourner le plus vite possible en Toscane, et il va d'ailleurs, en novembre 1609, faire un présent à ce grand-duc Côme II de Médicis, en lui faisant parvenir une lunette qui, à l'époque, est déjà capable de grossir 30 fois. Donc, entre le début juillet et le mois de novembre, on est sûr et certain que Galilée a construit plusieurs lunettes et il a décuplé le grossissement de cet instrument d'observation. On sait aussi que c'est de cette époque, même si on ignore les circonstances qui, pour la première fois, l'ont amené à faire cet essai, c'est de cette époque que datent les premières observations du ciel par Galilée. Début décembre, et durant tout le mois de décembre, Galilée va pointer ses lunettes vers le ciel et il va commencer ses observations par la Lune.
En décembre 1609, vous avez là quelques dessins faits par Galilée à l'époque. Je vous demande de regarder la précision des dessins de Galilée. Galilée a évidemment de grosses surprises en observant la Lune. Il voit pour la première fois que cette Lune possède des cratères, qu'il y a des zones d'ombre irrégulières, que le sol lunaire n'est pas plat et lisse comme on le supposait, comme on le croyait, comme on l'affirmait auparavant. Voilà un des commentaires que fait Galilée à l'époque. La Lune n'a pas une surface égale, lisse et polie, comme beaucoup de gens le croient d'elle, comme des autres corps célestes, mais au contraire, elle est rugueuse et inégale, pleine d'éminences et de cavités semblables, bien que beaucoup plus grandes, aux monts et vallées qui sont disséminés sur la surface de la Terre. Alors, en quoi cette découverte est importante et risque de faire du bruit? Eh bien, parce que à cette époque, on est encore dans une astronomie de type aristotélicien. C'est Aristote qui continue à dominer la pensée scientifique, et notamment l'astronomie est encore entièrement sous la coupe des travaux et des théories de Claude Ptolémée, qui imagine un univers géocentrique, c'est-à-dire la Terre est au centre du monde, et on trouve en orbite autour de cette Terre eh bien, l'ensemble des astres, c'est-à-dire le Soleil, la Lune et les planètes qui sont alors connues, avec à l'extérieur ce qu'on appelle la sphère des fixes, où l'on trouve les étoiles. Et ce que la théorie aristotélicienne prévoit ou propose, c'est que le monde de la Terre est un monde corrompu, c'est un monde où il y a effectivement des tas de phénomènes bizarres qui s'y déroulent, c'est un monde où il y a des irrégularités, alors que dès que vous entrez, c'est ce qu'on appelle le monde sublunaire, mais dès que vous entrez dans le monde supralunaire, donc au-delà et à partir de la Lune, vous avez un monde de perfection. Les astres sont des sphères lisses et parfaites, elles tournent sur des cercles parfaits centrés sur la Terre, donc on a un monde de perfection, et Galilée, par ses observations, est en train de démolir cette théorie, puisqu'il trouve que la Lune, eh bien, elle est finalement exactement à l'image de la Terre, donc nous ne sommes plus du tout dans une vision aussi idéale du monde. Quand je dis que Galilée est le premier à avoir fait ces observations, historiquement parlant, ce n'est pas tout à fait exact. En réalité, on sait qu'il y a eu un précurseur de quelques semaines, de quelques mois. On sait maintenant que, alors que Galilée était précisément dans son atelier en train de construire ses premières lunettes, à quelques milliers ou centaines en tout cas de kilomètres de là, un Anglais, Harriot, faisait exactement le même travail et lui pointait directement cette lunette sur la Lune. Il y a découvert, avant Galilée donc, et on a gardé certains de ses dessins qui sont, vous le remarquez, de beaucoup plus mauvaise qualité que ceux de Galilée, les dessins d'Harriot montrant les cratères à la surface lunaire. Le problème, c'est qu'Harriot n'a jamais rien publié. On a découvert ces documents bien plus tard, après la mort du scientifique anglais, et donc c'est sans doute historiquement parlant effectivement le premier, mais dans l'histoire des sciences, sa découverte ou ses travaux n'ont eu aucune importance. C'est bien Galilée qui a été le premier à annoncer ce qu'il avait vu. Après avoir observé la Lune en décembre, dès le mois de janvier, à partir du 7 janvier très précisément, Galilée va pointer sa lunette vers la planète qui est une des plus brillantes, qui est la plus brillante dans le ciel d'hiver, c'est Jupiter. Et deuxième grande surprise de Galilée, quand il pointe cette lunette vers Jupiter, il constate qu'il y a autour de la planète des points lumineux. Des points lumineux qui ont une particularité tout à fait surprenante, c'est que Galilée ne les retrouve pas au même endroit d'un jour à l'autre. Il note très précisément la position de ces points lumineux au fil des jours. Voilà une page d'un de ses manuscrits, où on retrouve donc de jour en jour la position des points lumineux autour de la planète Jupiter. Galilée comprend très vite que ces points sont en fait des objets qui tournent, des satellites qui tournent autour de la planète Jupiter,
Et c'est là une deuxième révélation et une deuxième confirmation que le modèle aristotélicien, que le modèle géocentrique de Ptolémée ne tient plus la route. On y reviendra dans un moment. Il va poursuivre ses observations jusqu'au mois de mars, et très rapidement, ça c'est aussi quelque chose d'assez remarquable dans le domaine des publications scientifiques de l'époque. Donc, comme on l'a vu il y a un moment, il débute ses observations Galilée en décembre 1609, et quasiment 3 mois et demi plus tard, eh bien, il a un ouvrage qui est prêt, qui est édité. Hein, c'est le fameux Siderius Nuncius, le messager des étoiles, qui va sortir des presses donc fin mars 1610. À quelques jours près, nous pourrions fêter le 4e centenaire de la publication de cette œuvre qui est tout à fait capitale dans l'histoire des idées, dans l'histoire des sciences, de l'astronomie bien sûr, mais dans l'histoire, je dirais, de l'humanité aussi, parce qu'elle va faire démarrer quelque chose, elle va confirmer une révolution qui se mettait en place à cette époque. L'ouvrage est dédié à la gloire de Côme II et des Médicis. N'oublions pas que Galilée a toujours l'espoir d'aller travailler, de retourner travailler en Toscane, et il est d'usage donc de louer les princes de l'époque que l'on veut un peu flatter. On retrouve dans cet ouvrage, bien sûr, toutes les observations, notamment celles qu'il a faites sur les satellites de Jupiter. On a ici à nouveau quelques extraits de cet ouvrage avec à nouveau les gravures de la main de Galilée. Et là, il y a un petit souci qu'on a longtemps passé sous silence, c'est que si vous remarquez les figures qui ont été publiées dans Siderius Nuncius, vous remarquez qu'elles sont de bien plus mauvaise qualité que les dessins originaux de Galilée. En fait, les artisans qui ont fait les plaques, qui ont servi donc à l'impression, ont manifestement gâché le travail, pourrait-on dire, et quand on a retrouvé les dessins originaux de Galilée, on a été très surpris finalement de voir leur qualité par rapport à ce qui avait été publié. Galilée n'avait pas d'ailleurs seulement observé à cette époque la Lune et Jupiter, mais il avait également pointé sa lunette dans d'autres régions du ciel, et il avait, autre observation importante, constaté que, au-delà des étoiles qui étaient visibles à l'œil nu, on en voyait beaucoup d'autres. Bon, vous avez là la constellation d'Orion. Hein, généralement, on voit les étoiles à l'œil nu telle qu'elle apparaît dans la constellation. Hop, là, je vais un peu vite. Voilà. Il a fait exactement la même chose pour la constellation des Pléiades. Voilà la Pléiade telle qu'elle apparaît. Et dès la publication donc de ce Siderius Nuncius, il y a toute une série de polémiques qui vont éclater. Tout simplement parce que, comme je l'ai laissé entendre il y a quelques secondes, nous sommes dans une période où des changements sont en train de se mettre en place. Il y a eu, en 1543, la mort de Nicolas Copernic, et quasiment sur son lit de mort, Nicolas Copernic a publié un ouvrage qui est effectivement un ouvrage révolutionnaire. C'est un ouvrage dans lequel Copernic propose de jeter à la poubelle le modèle géocentrique de Ptolémée et de le remplacer par un modèle héliocentrique. Un modèle dans lequel le Soleil est au centre du monde et où, autour, sur ce qu'il appelle des orbes et qui sont encore des cercles parfaits centrés sur la Terre, sur le Soleil, pardon, on va trouver les différentes planètes en rotation. Copernic n'est pas le premier à avoir imaginé un modèle héliocentrique. On sait qu'il y a des antécédents, notamment chez les Grecs, mais il est le premier à avoir introduit ce modèle sur des bases qui sont radicalement différentes et qui proposent véritablement de révolutionner notre façon de concevoir le monde des étoiles, des planètes et comment l'ensemble peut fonctionner. Et donc, les observations que Galilée vient de faire, le fait de voir la Lune criblée de cratères, le fait de voir des satellites en train de tourner autour de Jupiter,
tout ça, ce sont des arguments qui viennent appuyer, et on pourrait même dire même de confirmer presque expérimentalement, le modèle de Copernic. Donc on imagine bien que les conservateurs, ceux qui ont plutôt envie de garder ce modèle aristotélicien du monde, vont être particulièrement réticents à la publication de l'ouvrage de Galilée et qu'ils vont tout faire pour essayer de réfuter les arguments ou les observations que Galilée propose. Un de ses opposants, un certain Cremonini, va même refuser de regarder à travers la lunette, affirmant qu'on ne saurait y voir que des images fausses. Son argument est de dire le monde a été créé par Dieu, l'œil de l'homme a été créé par Dieu, il ne doit y avoir aucun artifice, aucun appareil artificiel entre l'œil humain et la nature. Tout instrument qu'on introduit entre l'œil et la nature est un artefact qui déforme la réalité. Galilée sent que ça ne va pas être facile. La théorie de Copernic est une théorie qui est encore un petit peu diffusée sous le manteau. On est vraiment dans une phase révolutionnaire sur le plan des idées et il y a beaucoup d'enjeux. Il y a des enjeux religieux, philosophiques, politiques aussi. Et donc Galilée va essayer de mettre en place une stratégie, je dirais, faire une opération charme, une opération marketing qui va essayer de convaincre un certain nombre de ses collègues et notamment, à peine un mois après la sortie du Siderius Nuncius, il se rend avec sa lunette à Bologne chez justement un de ses principaux adversaires, un certain Maggini. Et là, Maggini a réuni quelques 20 contradicteurs à peu près et Galilée se met à montrer ce qu'on peut voir à travers sa lunette. C'est un échec. C'est un échec. Maggini, qui correspond avec un autre astronome important de l'époque, Kepler, j'y reviendrai, lui écrit en mai 1610, Galilée n'a pas réussi, car plus de 20 savants étaient présents, et cependant, personne n'a vu distinctement les nouvelles planètes. Il ne pourra guère les garder. N'oublions pas que l'instrument de Galilée, même avec un grossissement de 30 fois, est un instrument de très mauvaise qualité. Galilée a appris à observer, il a appris à regarder à travers sa lunette. Il est clair que les autres, avec sans doute aussi une part de mauvaise volonté, auront beaucoup de difficultés à l'utiliser. Un peu plus tard, un élève de Kepler va aller plus loin encore dans la critique et dans son opposition aux observations de Galilée. Il va publier une petite brochure dans laquelle il va démontrer à partir d'arguments astrologiques que les fameuses planètes médicéennes, c'est-à-dire les satellites de Jupiter, je rappelle que Galilée avait dédié ses satellites aux Médicis, que ces planètes ne peuvent pas exister. En fait, il se sert d'un raisonnement, d'un syllogisme implacable si on croit à l'astrologie. Il dit ceci: les astrologues ont fait leur horoscope en tenant compte de tout ce qui se mouvait dans les cieux. Comme les astres médicéens n'ont eu aucun effet sur ces prévisions, ils sont donc inutiles, et puisque de toute façon Dieu n'a créé aucune chose inutile, eh bien les astres médicéens ne peuvent pas exister. Bon, c'est évidemment implacable comme raisonnement, en tout cas pour certains ça l'était, et on pouvait donc mettre tout ce que Galilée avait observé au bac, ça n'avait aucun sens. Un autre de ses opposants, un certain Francesco Sissi, lui prétend qu'il ne pourrait pas y avoir autre chose que 7 astres dans le ciel, parce que 7, c'est évidemment le fameux nombre magique et symbolique auquel on se rattache depuis l'Antiquité. Donc il est impossible de rajouter plus que ce 7-là. Donc ce que Galilée a vu n'existe pas. Moins simplement, on ne peut pas dépasser plus de 7 astres dans le ciel. Bon, on comprend bien sûr que tous ces arguments sont un petit peu légers, mais ils portent. Il y a vraiment une critique très forte. Et la critique finit quand même par inquiéter Kepler. Kepler c'est autre chose. Kepler, c'est une longue histoire aussi, on ne va pas la raconter ce soir, mais Kepler est à cette époque quelqu'un qui est déjà bien installé,
Kepler a déjà pas mal de travaux à son actif et à l'époque où on se situe, donc durant l'été 1610, Kepler a déjà à son actif pas mal de découvertes. Il a notamment découvert, en travaillant sur toute une série de relevés astronomiques faits par un autre astronome, le Danois Brahe, il a découvert que l'orbite de Mars autour du Soleil, parce que Kepler est copernicien, Kepler est un de ceux qui a un des premiers à avoir lu, compris et voulu amplifier les travaux de Copernic. Kepler est donc convaincu qu'effectivement nous vivons dans un monde qui est centré sur le Soleil et que Mars, comme la Terre d'ailleurs, tourne autour de ce Soleil. Et Kepler a trouvé que ce n'était pas un cercle. Ce n'est pas comme Copernic le prévoyait, un cercle parfait. C'est quelque chose que Kepler a eu beaucoup de mal à admettre. Kepler comprend que ce sont des ellipses. Et quand je dis qu'il a eu beaucoup de mal, hein, il a même à un moment donné, dans un de ses textes, dit « c'est une véritable charretée de fumier hein. ». En d'autres termes, c'est de la merde, quoi. Hein, et il ne pouvait pas admettre facilement que Dieu, parce que nous sommes toujours dans un monde créé par Dieu, que Dieu ait construit des trajectoires aussi difformes que des ellipses. Kepler est donc un astronome qui est connu, qui est copernicien, qui n'a envie que d'une seule chose, c'est que d'autres démontrent, comme lui, que le modèle de Copernic est le bon. Et donc Kepler est très intéressé par ce que Galilée vient de publier. Mais il est aussi très inquiet par ce qu'il a appris par ses correspondants italiens. Je ne vais pas vous cacher, dit-il dans un courrier qu'il adresse le 9 août 1610 à Galilée, je ne veux pas vous cacher qu'un bon nombre d'Italiens ont envoyé des lettres à Prague, affirmant qu'ils n'avaient pu voir ces étoiles, les lunes de Jupiter, avec votre télescope. Je me demande comment il se peut qu'il y ait tant pour nier le phénomène, y compris ceux qui utilisent ce télescope. Or, si j'observe ce qu'il m'arrive parfois, je ne considère pas du tout comme impossible qu'une seule personne puisse voir ce que des milliers n'ont pu voir. Alors je vous en conjure, Galilée, donnez-moi des témoins dès que possible. Dans ce texte, Kepler fait allusion à un petit problème qu'il a à l'œil. Kepler est atteint d'une malformation de l'œil, ce qu'on appelle la diplopie, et il a donc une vision multiple. Il voit plusieurs images en même temps. Ce qui est plutôt gênant, effectivement. Et donc, Kepler se dit, mais dans le fond, Galilée, vous avez peut-être aussi un œil qui n'est pas normal, hein, et vous voyez peut-être des choses que d'autres ne peuvent pas voir. Donc, c'est peut-être vous, finalement, qui ne voyez rien de vraiment important. Donc, la question est pertinente, et Galilée va lui répondre. Mais il va répondre sur le ton, je dirais, presque de la plaisanterie. Il ne va pas donner de véritables arguments à Kepler. Hein, bon, il va évoquer, je dirais, un petit peu, avec ironie, hein, son attitude par rapport à ceux qui doutent, mais il ne va pas argumenter vraiment par rapport à ces découvertes. Mais l'époque est quand même, sur le plan scientifique, un peu curieuse. En tout cas, il y a une façon de faire que nous avons perdue, mais qui est peut-être à remettre à l'actualité, c'est que les scientifiques de l'époque avaient l'habitude, pour annoncer une découverte, ou en tout cas pour en faire part, et surtout pour s'assurer de, je dirais, de la paternité de la découverte, de les présenter sous forme un peu de rébus, d'anagrammes. Et effectivement, quelques jours avant d'écrire ou de répondre à Kepler, Galilée avait envoyé une phrase assez curieuse à un certain Giuliano de Médicis, qui était l'ambassadeur de Toscane à Prague. Kepler est à Prague. Et Galilée sait qu'en envoyant cette phrase, Kepler finira par la lire. Et Kepler comprendra que derrière cette phrase qui est complètement sibylline, il y a quelque chose que Galilée veut faire connaître. Et le petit jeu consiste à essayer de comprendre ce qui se cache derrière cette suite de lettres. En fait, c'est sûrement, comme à l'époque on le faisait couramment, une anagramme, et Kepler s'attaque donc à essayer de retrouver dans ce jeu de lettres ce que Galilée essaie de lui faire comprendre. Alors, en organisant les lettres, Kepler pense que c'est cette phrase latine que Galilée lui a envoyée. Ce qui voudrait dire « Salut brûlant jumeau rejeton de Mars », c'est-à-dire en
la traduisant, que pour Kepler, Galilée aurait donc découvert une sorte de lune autour de la planète Mars. Eh bien, pas du tout. Ce n'est pas du tout ce que Galilée voulait dire à Kepler. Et ne voyant pas la bonne réponse venir, Galilée va finir par donner le sens de son anagramme en novembre 1610, derrière cette suite de lettres. Voilà, dit-il, ce que je voulais vous dire. C'est-à-dire, j'ai observé la plus haute planète en triple forme. Que voulait-il dire? Eh bien que dans ces nouvelles recherches, dans ces nouveaux travaux d'observation du ciel avec sa lunette, Galilée avait observé que Saturne était accompagné à gauche et à droite par des petites taches lumineuses. Il en fait un certain nombre de schémas, hein, voilà ce qui a été publié, donc il y a deux petites boules lumineuses autour du corps de Saturne. Alors là, je ne sais pas comment est-ce que je peux faire, attendez 2 petits instants, parce que... Voilà. Alors là, il y a un petit film qui va vous montrer donc, quelques images telles que Galilée observait donc Saturne, le corps central avec les deux taches lumineuses de part et d'autre. Là, nous sommes en 1616, donc nous sommes 6 ans après la publication du Sidereus Nuncius. Alors, les observations de Saturne se sont surtout précisées par après. Vous avez là des observations qui sont évidemment postérieures aux travaux de Galilée. Et c'est finalement Christian Huygens qui a compris en 1655 que Saturne était donc entouré d'un anneau et que, évidemment, selon l'inclinaison de l'anneau par rapport à la position, voilà, donc telle que Saturne avec son anneau, donc sur la position de l'anneau, on n'observe évidemment pas la même chose. Mais il est clair qu'avec la qualité de l'instrument que Galilée avait, voilà ce que Galilée pouvait voir. Hein, les lunettes de Galilée étaient évidemment de très mauvaise qualité, donc voilà ce que Galilée pouvait voir en observant Saturne. Alors après cette annonce de la découverte, non pas d'anneaux, puisque les anneaux n'ont été identifiés que par après, mais la découverte de choses particulières autour de Saturne, ce petit échange de courrier sous forme d'anagramme va continuer entre Galilée et Kepler. Et en décembre 1610, Galilée envoie une autre anagramme, voilà, à nouveau un texte latin que traduit au pied de la lettre, littéralement donne ce texte qui n'a pas beaucoup de sens. Hein, ces choses prématurées, je les étudie maintenant en vain, 2 initiales, OY, ça ne veut pas dire grand-chose. Bon, à nouveau, Kepler se met à jouer avec ces lettres. Bon, ça peut être amusant d'imaginer un peu ces savants comme ça qui s'amusent à repérer cette énigme qui se cache et qu'on leur a envoyée. Et il propose une première traduction. Hein, il croit, en arrangeant les lettres qui sont là, que c'est le texte qui vous est proposé là que Galilée lui envoie, c'est-à-dire, lorsqu'on le traduit en français, qu'il y a une tache rouge sur Jupiter, tache rouge qui est en rotation. Hein. Bon. En fait, ce n'est pas du tout ça non plus que Galilée a voulu expliquer à Kepler, donc on ne peut pas dire que Kepler soit particulièrement brillant dans la traduction des anagrammes. Et quelques semaines donc après l'envoi, Galilée donne sa bonne réponse et dit ben voilà, moi c'est ça que je voulais vous dire, monsieur Kepler. Hein, ce qui traduit donne la phrase suivante: la mer des amours imite les formes de scintille. Alors, il faut prendre évidemment ça en sachant que la mer des amours, c'est bien sûr Vénus, et scintille, c'est un nom qu'on donnait habituellement à la Lune. Donc, Galilée vient de découvrir en fait que la mer des amours, c'est-à-dire la planète Vénus,
eh bien, avait des faces exactement comme la Lune. Des faces, c'est-à-dire un premier quartier, une pleine Lune, donc une pleine Vénus si on veut. Et ça, c'est une autre découverte capitale pour la vérification expérimentale, pourrait-on dire, du modèle de Copernic. Alors voyons un petit peu de quoi il s'agit. Vous avez sur les photographies ici un certain nombre de photographies qui ont été prises en 2004 et on voit donc la planète Vénus à différents moments de sa rotation autour du Soleil et on voit effectivement qu'elle présente des faces qui ressemblent à celles de notre Lune. Et voilà les dessins que en 1616 Galilée a pu faire de son observation de la planète Vénus. Alors là, il nous faut revenir un petit peu sur ce fameux modèle de Copernic comparé à celui qui avait alors, je dirais encore, le statut officiel, le modèle géocentrique des aristotéliciens. Vous avez sur le document qui est là, la façon dont on concevait le monde avec l'astronomie de Ptolémée. On imaginait donc que la Terre était ici au centre et que les planètes, en fait, ne tournaient pas directement sur une trajectoire circulaire, mais qu'en réalité, elles tournaient sur un petit cercle dont le centre était en rotation autour de la Terre. La trajectoire du centre s'appelait le déférent et ce qu'on appelle l'épicycle, c'est le cercle sur lequel la planète était en train de tourner. Ce qui vous donnait donc un mouvement relativement compliqué, mais ce mouvement compliqué rendait bien compte de ce qu'on pouvait observer depuis la Terre. Voilà, en fait, ce que l'on peut voir depuis la Terre dans ce modèle. Donc vous avez le point bleu, c'est la Terre. Vous avez la planète qui est le point rouge. Et quand vous regardez comment depuis la Terre on voit sa trajectoire, vous avez une trajectoire qui se présente comme ça, avec un effet, comme on dit, rétrograde, c'est-à-dire qu'effectivement, on s'aperçoit qu'à un moment donné, c'est le cas de Mars par exemple, eh bien, en prenant point par point, de jour en jour, la trajectoire telle qu'elle est visible dans le ciel, vous avez ce mouvement qui apparaît. L'astuce ou le mérite de Copernic a été de montrer qu'on pouvait obtenir exactement le même genre de description avec un modèle héliocentrique. Si vous prenez le modèle héliocentrique de Copernic, donc cette fois-ci on a mis plutôt le Soleil au centre du système, la Terre en bleu tourne, comme la planète d'ailleurs, autour du Soleil, et quand vous regardez le mouvement apparent qui est visible, eh bien vous voyez que c'est exactement la même description que le modèle géocentrique. C'est-à-dire qu'à l'époque, vous avez deux modèles qui sont rivaux. Vous avez le modèle géocentrique aristotélicien, vous avez le modèle copernicien qui est tout récent, qui a à peine un demi-siècle, et qui finalement sont capables, l'un comme l'autre, d'expliquer, en tout cas de rendre compte des phénomènes qui sont observés depuis la Terre. Et donc, cette espèce de rivalité ne peut cesser que si, pour une raison ou pour une autre, un certain nombre de conséquences que le modèle de Copernic prévoit vont effectivement être vérifiées par l'expérience, et c'est ce que Galilée est en train, évidemment, de faire avec ses observations. Voilà un autre dessin qui vous donne, pour les phases de Vénus, ce que l'on peut voir ou comprendre selon que vous avez un modèle ici de type géocentrique ou héliocentrique. Et on va à nouveau là présenter un petit film. Qui va vous montrer aussi un petit peu la différence entre les modèles de type géocentrique et héliocentrique pour les phases de Vénus. Voilà, ça c'est donc dans un système de type Ptolémée, donc vous avez le point, la Terre qui est ici au centre, voilà, la Terre est là, et vous avez le point blanc, c'est une planète, et vous voyez qu'elle tourne donc sur son épicycle, et vous avez donc la trajectoire telle qu'elle apparaît depuis, voilà, ça c'est le Soleil en jaune. Alors, si on prend la planète Vénus vue depuis la Terre, donc là on va renverser, on va faire basculer un petit peu le système, et bien dans un système de type géocentrique, donc aristotélicien, eh bien voilà comment on voit, ou on peut comprendre Vénus. Vous voyez qu'il n'y a pas à proprement parler des faces pour Vénus. Si on prend maintenant le modèle
de Copernic, modèle héliocentrique. Nous mettons donc le Soleil cette fois-ci au centre du système. Hein, la boule est là. Nous avons donc à nouveau nos planètes. Alors, on va faire basculer. Vénus est plus proche du Soleil, donc la Terre est ici. Hein, vous avez la Terre là, ça c'est Vénus. Alors, depuis la Terre, dans un modèle héliocentrique, voilà par les phases que Vénus prend. Et là, on retrouve donc effectivement les mêmes phases que celles qu'on peut observer pour la Lune. Et c'est donc là, effectivement, une vérification, on peut dire expérimentale, du modèle héliocentrique par... Alors, dans cette rivalité entre les deux modèles, Galilée, qui est au cœur, je dirais, du débat à l'époque, se rend bien compte que, je ne l'ai pas encore beaucoup évoqué ce soir, il y a un gros obstacle, c'est un obstacle évidemment religieux. Il se fait que le modèle aristotélicien, la physique aristotélicienne, l'astronomie aristotélicienne de Ptolémée est une astronomie qui colle très bien au texte sacré et à la Bible en particulier. Et donc, l'Église catholique s'est faite depuis longtemps vraiment un défenseur acharné de cette vision du monde. Et Galilée se rend compte que s'il veut renverser un petit peu, je dirais, la tendance, il doit être particulièrement convaincant et surtout il doit convaincre, hein, dans un premier temps, les quelques scientifiques qui vivent dans l'entourage du pape et notamment les astronomes du pape. Il y a plusieurs astronomes qui travaillent pour le Vatican et le chef de ces astronomes est un certain Clavius. Et contre toute attente, sans être très prolixe dans ses développements, Galilée va convaincre Clavius du bien fondé de ses observations. Et ça va être une période relativement faste d'ailleurs pour Galilée, parce que Galilée va être reçu en audience privée par le pape de l'époque, le pape Paul V. Nous sommes là au printemps 1611, donc nous sommes à peine un an après la publication du Sidereus Nuncius, qui a fait pourtant l'effet d'une bombe, hein, parmi les astronomes italiens et qui a interpellé d'autres astronomes comme Kepler dans le monde. Et bien là, le Vatican lui ouvre ses portes. Pas seulement le Vatican d'ailleurs, Galilée va faire son entrée dans un certain nombre de cercles intellectuels, scientifiques. Il va notamment rencontrer le prince Federico Sesi, qui est le fondateur de la première académie scientifique, l'Accademia dei Lincei, l'Académie des Lynx, qui a été fondée en 1603, donc quelques années auparavant. Il est le 6e membre, donc on est vraiment au tout début de cette académie. Et on sait même que c'est lors d'une réunion, d'un banquet organisé par cette académie en 1611 que le mot télescope a été prononcé pour la première fois et qu'il a été depuis lors systématiquement utilisé et il est devenu vraiment le terme pour désigner l'instrument d'optique de Galilée. Dans les années qui ont suivi, l'embellie, je dirais, de Galilée a persisté. Un certain nombre de chercheurs se sont mis à utiliser la lunette comme lui l'avait fait. Et on a fait d'autres découvertes intéressantes, notamment Steiner qui remarque en janvier 1612 qu'il y a des taches curieuses sur le Soleil. Galilée, quand il apprend ça, va se mettre à faire le même type d'observation. Et là, il va être un peu plus précis, il va s'apercevoir que ces taches ne sont pas, comme Steiner le pensait, des choses qui sont à l'extérieur du Soleil, mais que ce sont bien des taches à la surface du Soleil. Et il va même arriver à montrer que le Soleil est en rotation sur lui-même, parce que la position de ces taches, justement, hein, n'est pas la même de jour en jour. Dans le même ordre d'idées, on va assister à une nouvelle contre-offensive, je dirais, des conservateurs aristotéliciens. Et ce sont, toujours avec ses amis qu'on est, je dirais, parfois les plus embêtés, Galilée a fini par retourner à l'université de Pise. Hein, il rêvait de retourner dans sa ville natale depuis longtemps. Et ce sont d'autres savants pisans qui vont être les fers de lance de la principale contre-attaque
contre Galilée. Et notamment, il y a un certain Lodovico delle Colombe qui va produire un certain nombre d'ouvrages qui sont destinés à contester et à nier, là aussi, les travaux de Galilée. Alors, avec un certain humour, Galilée va appeler ce rassemblement des opposants dirigé par delle Colombe la Ligue des pigeons. Colombe, c'est pigeon ou colombe en italien. La Ligue des pigeons, comme il l'appelait. Mais vous allez voir que cette Ligue des pigeons va quand même avoir beaucoup d'influence. Et les critiques vont en fait être de plus en plus acertes, de plus en plus agressives. Et Galilée se sent presque obligé maintenant d'argumenter, et d'argumenter peut-être un peu plus solidement qu'il ne l'a fait jusqu'à présent. Il va le faire dans un premier temps dans une lettre qu'il adresse à un de ses amis, un certain Castelli, et il va développer cette lettre dans un très très long texte, quelques semaines plus tard, qu'il va adresser à la grande-duchesse Christine de Lorraine, qui est la mère de Côme II, le grand-duc de Toscane. Dans ce long texte, que j'ai présenté sous forme d'une lettre, Galilée va, pour la première fois, argumenter contre un certain nombre de prises de position plutôt théologiques. Et notamment, cette fameuse Bible que les théologiens et les aristotéliciens présentent comme incontournable. Et il a là, je dirais, une lecture de la Bible tout à fait moderne en disant, écoutez, vous ne prenez surtout pas ce que ce texte sacré vous propose au pied de la lettre. Elle a été rédigée, dit-il, selon les capacités des petites gens rustres et sans instruction. Un de ses principaux centres d'intérêt va être un des arguments que les aristotéliciens et les théologiens du Vatican ont l'habitude d'avancer, c'est qu'il y a un certain nombre d'extraits de la Bible, notamment cet extrait qui est situé dans Josué, où on fait allusion au fait qu'à un moment donné, le soleil s'est arrêté dans sa course et que la lune elle-même s'est arrêtée. Comment vais-je dire, le soleil s'arrêta au milieu du ciel, il ne s'arrêta point de se coucher presque tout un jour. Et les théologiens disent, voyez, puisque la Bible vous dit que le soleil, on a pu l'arrêter, c'est que le soleil tourne autour de la terre. Vous ne pouvez pas nier, c'est écrit, et donc tout ce que vous pouvez imaginer comme modèle ne tient pas la route devant ce texte sacré, ce texte révélé. Et là, Galilée, dans ce long texte, cette longue lettre qu'il envoie donc finalement à la mère de Côme II, fait allusion à quelque chose qui est encore très actuel et qui alimente pas mal de débats philosophiques depuis toujours, à vrai dire, c'est qu'il ne faut évidemment pas mélanger science et foi, mais les théologiens de l'époque disent, à contrario, que les savants, et Galilée en particulier, devraient aussi être un peu plus prudents finalement dans ce qu'ils proposent, et que le modèle héliocentrique qu'il présente comme étant la réalité du monde dans lequel nous vivons, ce n'est en réalité qu'une simple hypothèse. Si vous dites que c'est une hypothèse, que c'est pour arranger vos calculs, que c'est pour faire d'autres précisions dans vos prévisions, eh bien, ma foi, vous pouvez le garder. Mais ne dites surtout pas que c'est la réalité. Les choses vont empirer très rapidement, et en février 1616, le 25 février 1616, très exactement, le pape Paul V, qui avait pourtant, on l'a dit tantôt, accueilli avec beaucoup d'égards Galilée quelque temps auparavant, va charger un cardinal, le cardinal Bellarmin, de rencontrer Galilée et de lui demander d'abandonner une fois pour toutes l'opinion selon laquelle le soleil est le centre du monde et est immobile, et que la Terre se meut aussi avec un mouvement diurne. Alors ce Bellarmin, c'est quand même pas n'importe qui. Bellarmin est en fait responsable du tribunal de l'Inquisition, et Bellarmin a envoyé au bûcher, quelques années auparavant, Giordano Bruno. Bruno est un personnage important de l'histoire des sciences aussi, il mérite qu'on s'y attarde, on le fera peut-être une autre fois. Bruno a été jugé par le tribunal de l'Inquisition pour toute une série d'hérésies, notamment parce qu'il défendait l'idée
de l'infinité de mondes dans l'univers, mais pas seulement pour ça. Et Giordano Bruno a été brûlé sur une place de Rome, le Campo dei Fiori, où il y a sa statue d'ailleurs maintenant. Si vous visitez Rome et que vous traversez cette place du Campo dei Fiori, vous verrez sa statue, en février 1600. Nous sommes dans l'épisode que je relate avec Galilée en février 1616. Nous sommes 16 ans plus tard. C'est rien, 16 ans. C'est que tout présent dans l'idée, les gens sont encore avec en mémoire ce bûcher qui brûle sur la place du Campo dei Fiori, et évidemment Galilée, qui n'est peut-être pas aussi courageux qu'on pouvait le penser, sent que là, les choses sont en train de prendre une toute autre allure. Et effectivement, le 26 février 1616, Bellarmine va publier un décret selon lequel l'idée que la Terre tourne autour du Soleil est idiote, absurde, philosophiquement et formellement hérétique, car elle contredit explicitement la doctrine de la Sainte Écriture. Les choses sont claires. Un peu plus tard, on va mettre définitivement l'ouvrage, définitivement en tout cas pendant longtemps, l'ouvrage de Nicolas Copernic à l'index. C'est un livre qu'on ne peut plus lire, mais non seulement qu'on ne peut pas lire, mais qu'il faut brûler parce qu'il est totalement hérétique. Et dans un entretien qu'il a en privé avec Galilée, Bellarmine va demander à Galilée d'abandonner donc ce modèle copernicien, de ne plus l'enseigner, ni d'en faire état, que ce soit par écrit ou oralement. Et Galilée va se plier à cette injonction particulièrement, je dirais, agressive et autoritaire de Bellarmine et donc du pape. Et pendant 7 ans, Galilée va effectivement se taire. Il va se taire jusqu'au moment où les papes finissent par disparaître et être remplacés par d'autres. Et le nouveau pape qui est désigné est un certain Maffeo Barberini. Alors Barberini, c'est un ancien copain, pourrait-on dire, de Galilée. Bon, copain, c'est beaucoup dire. Disons que Barberini a été, à l'époque, alors qu'il était encore cardinal, très intéressé par les travaux de Galilée. Il a lu le Sirius Nuncius, il a eu des conversations avec Galilée sur l'utilisation de sa lunette. Et quand il devient pape, sous le nom d'Urbain VIII, là, Galilée se dit « Ah, là, j'ai une planche de salut, là, j'ai quelqu'un qui va être à mon écoute, j'ai quelqu'un qui m'a entendu il y a quelques années et qui va sans doute avoir vis-à-vis de moi une toute autre attitude. » Mais il est clair que Urbain VIII ne peut sans doute pas se permettre ce que, en tant que cardinal, Barberini pouvait accepter. Et après toute une série d'épisodes que je ne vais pas relater dans le détail ce soir, en février 1632, ayant reçu apparemment une sorte d'autorisation quand même du pape Urbain VIII, Galilée va commettre ce qu'on peut appeler un impair en publiant un ouvrage particulièrement important, c'est son fameux dialogue sur les 2 grands systèmes du monde. Alors, dans cet ouvrage, c'est un ouvrage qui est assez remarquable dans sa présentation. D'abord, il est écrit en italien, ce qui est important parce que c'est la langue du peuple. Avant, les scientifiques et les lettrés écrivaient en latin. Et ce qui est important aussi, c'est que ce dialogue est finalement présenté sous forme d'un entretien entre 3 personnages qui sont représentés ici sur la page de garde de l'ouvrage. Il y a un certain Salviati. Salviati, c'est le porte-parole de Galilée. C'est lui qui va relater ce que Galilée a fait comme expérience, comme observation, et qui essaye de convaincre un second personnage, Sacredo. Sacredo, lui, c'est quelqu'un qui ne connaît pas grand-chose à la physique, et qui est là pour écouter, qui va essayer de comprendre ce que d'autres ont fait comme expérience et essayer d'expliquer un petit peu le monde dans lequel on vit. Et le troisième larron dans cette histoire, son nom est tout un poème, pourrait-on dire, il s'appelle Simplicio. Et Simplicio, c'est le conservateur, c'est le partisan des thèses aristotéliciennes, c'est la vision du monde astronomique selon Ptolémée. Et bon,
il est clair que les arguments de Simplicio ne tiennent pas beaucoup la route dans ce fameux dialogue de Galilée, et surtout, pour le plus grand malheur de Galilée, le pape Urbain VIII a cru se reconnaître dans ce personnage un peu ridicule parfois par certaines de ses interventions, et en tout cas particulièrement conservateur dans sa façon de voir le monde. Et donc, Urbain VIII va très mal prendre la chose, il va se sentir un peu trahi finalement par son vieil ami, en tout cas cette relation que Galilée avait eue avec Barberini, et nouvelle convocation de Galilée devant le tribunal de l'Inquisition. Et là, les choses vont être un peu moins faciles pour Galilée qu'en 1616. Galilée est vieux, il est malade, il va finir par demander à ce que le procès soit un peu retardé, et ce procès va nous s'ouvrir finalement en février 1633. Ce procès, vous en connaissez évidemment l'issue. Galilée va devoir abjurer tout ce qu'il a fait comme découverte et comme travaux, avec cette fameuse phrase dont on ne sait pas encore aujourd'hui si elle fut réellement prononcée ou pas, et pourtant elle tourne, aurait-il dit en quittant le tribunal, en évoquant la rotation à la fois de la Terre sur elle-même et de la Terre et des autres planètes autour du Soleil. Sa sanction, c'est qu'il est mis en résidence forcée dans sa villa d'Arcetri, près de Florence, et Galilée va donc mourir une dizaine d'années plus tard, en janvier 1642. Par un de ces hasards de l'histoire des sciences, c'est la même année, quelques mois plus tard, que va naître Isaac Newton. Et là, nous allons commencer une autre petite partie de cette histoire. J'ai à nouveau un petit film à vous montrer. Lorsque la lumière quitte un milieu pour entrer dans un autre, par exemple de l'air dans un prisme de verre, elle se réfracte. Newton constata que la déviation n'était pas la même selon la couleur, nous dirions aujourd'hui selon la longueur d'onde. À travers une lentille convergente, le même phénomène conduit à ce que le bleu soit plus dévié que le rouge, de longueur d'onde plus longue. Les couleurs se dispersent, c'est l'aberration chromatique qui conduit à une sorte d'iridescence dans les images observées. Voilà comment, dans le meilleur des cas, Galilée pouvait voir la Lune. Les premiers utilisateurs de la lunette, comme Galilée précisément, Divini et un peu plus tard Huygens, ont vite remarqué que ce phénomène gênant diminuait lorsque la distance focale augmentait. Les lunettes de Galilée avaient de petits oculaires et objectifs afin de limiter au maximum ce phénomène d'aberration. Mais si on voulait obtenir de meilleurs grossissements, il fallait aussi des lentilles de diamètre plus important. Ainsi, pour une lentille de 2 cm de diamètre, il faut au moins une distance focale de 75 cm si on veut limiter l'aberration. Mais comme cette propriété dépend en fait du carré de la distance focale, en prenant une lentille de 4 cm, il faut alors une distance focale de quasiment 3 mètres. On va ainsi construire des lunettes de plus en plus longues, de plus en plus difficiles à installer, le record étant sans doute celle de la lunette que l'astronome polonais Johann Hevelius fit construire à Gdańsk. Elle avait environ 45 mètres de long. Pour éviter l'aberration chromatique, on a vite compris qu'il suffisait d'utiliser des miroirs au lieu de lentilles, d'utiliser la réflexion plutôt que la réfraction. Ainsi, un miroir concave fait converger les rayons
exactement comme une lentille biconvexe. En 1663, James Gregory imagina un télescope équipé d'un miroir parabolique renvoyant la lumière vers un miroir elliptique. En ménageant une ouverture dans le miroir du fond, on aurait pu ainsi observer avec un assez bon grossissement. Mais ce télescope ne fut sans doute jamais construit et c'est à Isaac Newton qu'on doit le véritable premier télescope à réflexion. Élaboré dès 1669, ce télescope ne fut présenté que 3 ans plus tard, en 1672, à la Royal Society de Londres. À la différence de Gregory, Newton recueillait le faisceau sur un miroir plan oblique qui renvoyait alors l'image latéralement. À la même époque, le Français Laurent Cassegrain imagina un système légèrement différent. Mais là aussi, ce télescope ne fut jamais construit. Il fallut attendre le XVIIIe siècle. Les premiers microscopes apparurent dès l'invention des télescopes. Composés de 2 ou plusieurs lentilles de petite distance focale, ils permettaient un bon grossissement. Dès 1610, Galilée s'est aperçu qu'en modifiant la position des lentilles de son télescope, il pouvait observer de petits animaux. C'est dans son Saggiatore, l'essayeur, seulement publié en 1623, qu'il évoque ce qu'il appelle un télescope permettant de voir des objets de très près. C'est un membre de la fameuse Académie des Lynx, Johannes Faber, qui imagina le mot microscope, à l'image de celui de télescope, en lieu et place des autres termes utilisés à l'époque. Le microscope de Galilée était composé de 2 lentilles, une biconvexe et une concave. Un dispositif qui permettait d'observer, notamment, les détails des pièces anatomiques d'insectes. Voici quelques autres exemples de ces microscopes dits composés, instruments qui permirent aussi l'observation de tout petits organismes, comme des vers ou même de gros protozoaires. Mais le grossissement de ces télescopes composés était finalement plus faible que celui obtenu avec des microscopes dits simples, composés d'une seule lentille convergente, comme ceux utilisés par Anthony van Leeuwenhoek. Ya! Je suis là. Enfin, vous vous décidez à parler de mes microscopes. Et oui, cher Anthony, je vous avais promis de vous consacrer aussi une bonne partie de cette conférence. Elle sera un peu plus réduite que celle de Galilée, mais enfin bon, Galilée c'est quand même un des grands noms de l'histoire des sciences. Van Leeuwenhoek, effectivement, qui va être un des grands précurseurs de ces observations au microscope. On va revenir quand même un tout petit peu avant sur ce fameux microscope de Galilée, qu'il a donc utilisé dès 1610, ce qu'on sait peu d'ailleurs, parce qu'on imagine toujours Galilée en physicien et en astronome et en observateur avec la lunette, mais il a fait aussi quelques observations intéressantes avec ce microscope. Et on en a, je dirais, des preuves par différents visiteurs qui, à cette époque, l'ont rencontré, et notamment un certain Waterborne qui le rencontre en octobre 1610. Donc nous sommes là en pleine période, je dirais, où Galilée est en train de faire la promotion de sa lunette. Et il a aussi à cette époque-là un petit microscope. Et Galilée a pu voir, nous dit Waterborne, avec une grande précision les organes de très petits animaux, et notamment qu'un certain insecte avec une très fine membrane sur les yeux, qui semblait percer de cette petite ouverture
comme la visière d'un casque de soldat. On a une autre preuve, je dirais, indirecte de l'utilisation du microscope par Galilée, par un Français, Tarde, qui là aussi va faire allusion à certaines observations de Galilée au microscope. Ces microscopes composés, celui qui en est, je dirais, le principal inventeur, en tout cas celui qui fera avec ces microscopes les meilleures observations, c'est incontestablement l'anglais Robert Hooke, qui va publier en 1665 ce qui reste aujourd'hui un des plus beaux ouvrages de sciences anciens que l'on puisse imaginer. C'est le fameux Micrographia. On trouve dans cet ouvrage des observations et des gravures faites par Hooke qui sont absolument remarquables. Voilà le microscope composé que Hooke utilise. Donc c'est le même type de microscope que celui de Galilée, donc deux lentilles. Hooke utilise une petite boule remplie d'eau qui sera éclairée par une bougie pour jouer le rôle avec une petite lentille qui va concentrer les rayons pour pouvoir éclairer donc sa préparation. Et donc voilà quelques-uns des dessins que Hooke a fait. Il y a ce fameux dessin d'une puce qui est absolument remarquable, et dessin qui est encore mieux connu, sans doute celle d'un pou qui est en train de tenir entre ses griffes un cheveu. Ce sont des dessins d'une qualité et d'une précision tout à fait extraordinaire. Alors, Hooke est aussi celui, pour la petite histoire des sciences, qui a inventé le fameux mot cellule, que l'on continue à utiliser dans le domaine de la biologie. Il a identifié pour la première fois ce type de structure dans des fines couches de liège qu'il observait avec son microscope. Van Leeuwenhoek a effectivement été initié, je dirais, à cette microscopie lors d'un passage par Londres. Leeuwenhoek était un scientifique amateur. Il est drapier, comme il vous l'a dit dans la présentation qu'il m'a un peu chippé en début de conférence. Il est drapier à Delft, c'est un scientifique amateur. Il polit des lentilles pour son plaisir et il découvre donc lors d'un passage à Londres ce fameux bouquin de Robert Hooke. Et comme il a par ailleurs des contacts avec d'autres scientifiques hollandais, notamment un certain Jan Swammerdam, il va essayer un petit peu de profiter de l'expérience de ces deux scientifiques pour lui-même mettre au point des microscopes. Alors, Swammerdam effectivement utilisait, au contraire de Robert Hooke, ce qu'on appelle un microscope simple, c'est-à-dire un microscope qui est simplement composé d'une seule lentille convergente, qui est fixée dans un petit disque, et on vient placer sur une tige, devant cette lentille, la préparation qu'on souhaite observer. Alors, voilà les microscopes de ce type-là que Leeuwenhoek va commencer à construire. On est aux environs de 1670, probablement, à cette époque. Ce sont de tout petites plaquettes, vous le voyez, ce sont de très petites dimensions. Vous allez voir une image juste après qui montre la dimension de ces plaques. Elles sont percées donc d'un tout petit trou dans laquelle Van Leeuwenhoek vient insérer une lentille de verre qu'il a parfaitement polie auparavant. Alors, voilà un autre de ces microscopes de Van Leeuwenhoek. Vous voyez là le personnage qui est en train d'utiliser ce microscope. Vous voyez que c'est effectivement excessivement petit. Et cependant, ces microscopes ont des performances tout à fait incroyables. Ils sont d'ailleurs nettement plus performants que les microscopes composés. Regardez un petit peu le grossissement auquel on peut arriver. Et on a des résolutions qui sont tout à fait extraordinaires. Francesco Lobué, je pense, a reconstitué un certain nombre, a fait reconstituer un certain nombre de microscopes de ce type. Et c'est tout à fait étonnant de voir les performances qu'on peut encore atteindre avec ce type d'instrument. Et donc, Van Leeuwenhoek va utiliser ces microscopes qu'il construit lui-même, et il va faire ses premiers travaux aux alentours de 1673. Et il va, comme il était d'usage à l'époque, présenter ses travaux à différentes académies, et il va s'adresser plus spécialement à la Royal Society de Londres, où il va prendre contact avec un correspondant
recommandé par un scientifique hollandais, De Graaf, Régnier De Graaf. Et là, donc, de mois en mois et pendant des années, Van Leeuwenhoek va envoyer systématiquement des lettres expliquant ce qu'il a observé. Par exemple, en 1674, il est le premier à observer des globules rouges dans le sang humain, mais également dans le sang d'un certain nombre d'autres animaux. Et vous voyez que dans le petit texte que je propose, il compare d'ailleurs ces globules à ceux qu'on peut trouver dans le sang des anguilles ou de la baleine, par exemple. Il va également faire une autre découverte particulièrement intéressante un peu plus tard, en 1683. Là, j'ai mis le texte, c'est un peu long, mais je trouve qu'il est assez plaisant à lire. Bien que je me nettoie, dit-il, régulièrement les dents le matin avec du sel et de l'eau, l'après-midi, en les frottant vigoureusement avec un linge, j'ai trouvé dans l'espace qui les sépare comme une matière blanchâtre, dans laquelle j'ai observé, à mon grand étonnement, de nombreux petits animaux vivants, joliment animés, se déplaçant de façon extravagante. Plusieurs dames qui étaient venues me rendre visite étaient curieuses de voir les animalcules du vinaigre. Certaines furent cependant si dégoûtées qu'elles jurèrent de ne plus jamais utiliser ce condiment. Que diront-elles quand elles sauront qu'il y a plus d'animaux dans l'écume des dents de l'homme que de sujets dans un royaume? Les travaux de Van Leeuwenhoek vont également relancer une discussion qui est à l'époque, à l'actualité également, c'est le problème de la génération des êtres vivants. Alors, toujours avec cette fameuse physique, ou en tout cas explication de la nature selon Aristote, on croyait, selon ces principes, que seuls les mâles fournissaient ce qu'on appelait un principe organisateur, et que c'était le sang menstruel féminin qui permettait alors la formation du fœtus. Il y avait également une autre théorie concurrente qui était ce qu'on appelle la génération spontanée. Elle était encore défendue d'ailleurs au tout début du XVIIe siècle, notamment par Van Helmont, qui est un médecin et un chimiste belge, bruxellois exactement. Hein, et voilà un petit extrait de l'œuvre de Van Helmont, qui est tout à fait révélatrice de ce qu'on appelle la génération spontanée. Il suffit, dit-il, en gros, d'enfermer des vêtements sales dans un récipient, vous mettez un petit peu de graines, et puis vous allez voir qu'au bout d'un certain temps, il y a des souris qui sont apparues. Hein. Donc, c'est la génération spontanée. La vie apparaît à partir, finalement, de matière purement inerte. Alors, cette théorie de la génération spontanée a été affirmée par différents scientifiques. Celui qui a laissé, je dirais, son nom à la meilleure démonstration, c'est un certain Francesco Redi, qui a fait une expérience toute simple et vraiment décisive. Il a tout simplement pris 3 récipients qui contenaient un petit peu de viande, et l'une est laissée donc à l'air libre, et elle est évidemment contaminée par des asticots. Celle qui est mise dans un récipient parfaitement étanche, eh bien, n'a rien du tout. Et quand vous mettez cette viande et que vous la recouvrez d'un fin gaz, hein, une fine étoffe, eh bien, vous apercevez qu'il n'y a rien sur la viande, mais que les asticots sont quand même venus se placer, que la mouche est venue pondre sur le gaz, et donc qu'il y a effectivement, la viande est importante, elle attire en quelque sorte l'insecte, mais ce n'est pas l'insecte qui naît directement à partir de cette viande. Un autre personnage à l'époque lié à cette génération des êtres vivants, c'est Harvey, le fameux découvreur de la circulation sanguine, qui lui pense à cette époque, nous sommes au début du XVIIe siècle, donc contemporain, je dirais, de Galilée, et quelques années avant Van Leeuwenhoek, hein, Harvey affirme que l'homme et les différents êtres vivants proviennent d'un œuf, et que la matrice de la femelle, de la femme, qui va donc concevoir le fœtus, eh bien c'est une sorte d'information, de contagion, comme il dit, qui est communiquée par la semence mâle. Il y a une espèce d'information communiquée par cette semence qui déclenche la formation de l'embryon chez la femelle. Tantôt, je vous ai parlé de Graaf. De Graaf est donc finalement celui qui a introduit Van Leeuwenhoek auprès des scientifiques de la Royal Society, et De Graaf était surtout connu à l'époque
pour avoir découvert et compris en partie en tout cas à quoi servaient les ovaires féminins. Et il imaginait, lui, de Graaf, que l'embryon était déjà dans l'œuf avant l'acte sexuel et que là aussi il y avait une espèce d'information qui était communiquée par le sperme de l'homme. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça? Eh bien parce que en novembre 1677, nous revenons à notre Antony van Leeuwenhoek, Antony van Leeuwenhoek va avertir son correspondant dans la Royal Society, qui est un mathématicien, c'est William Brontner, qu'il va aborder un sujet plutôt délicat. Et ce sujet est tellement délicat que pour la première fois, Van Leeuwenhoek, qui ne maîtrise pas bien le latin, va rédiger sa lettre en latin. Et cette lettre qu'il rédige, elle ne sera finalement publiée qu'en 1679. Et dans cette lettre, Van Leeuwenhoek prend vraiment des précautions qu'il n'a jamais prises jusqu'alors. Il dit, bon voilà, écoutez, si jamais vous pensez que ce que je suis en train de vous proposer sont de nature à répugner ou à scandaliser les savants, bien écoutez, faites comme si je n'avais rien écrit, hein, considérez tout ça comme des choses confidentielles, ne les publiez surtout pas, et si vous avez envie de détruire, vous les détruisez. Hein, donc vraiment, il est assez inquiet et d'une prudence incroyable. Alors qu'est-ce que Van Leeuwenhoek a effectivement à proposer de si... Alors là, c'est toujours le problème de la technique, je suis désolé, mais... Voilà. Alors, voilà ce que Van Leeuwenhoek observe. Voilà ce que Van Leeuwenhoek explique à son correspondant dans la Royal Society. Voilà ce qui motive ses précautions oratoires. Vous aurez bien sûr reconnu des spermatozoïdes. C'est Van Leeuwenhoek qui est le premier à les avoir observés. Depuis 1674, effectivement, Van Leeuwenhoek a examiné le sperme humain et il y a le premier découvert ces spermatozoïdes qu'il appelle des animalcules ou des vers spermatiques. Il en a représenté des centaines d'exemplaires. Voilà quelques illustrations qu'on peut trouver dans les publications de Van Leeuwenhoek. Alors évidemment, on peut comprendre un petit peu la réticence de Van Leeuwenhoek. Il est clair que, il ne faut pas se voiler la face, le sperme humain qui est observé, c'est le sien. Et il a fait des centaines d'observations de son sperme. Alors, vous ne faites pas un dessin. Hein? Comment a-t-il obtenu ce sperme? Hein? Bon, on peut évidemment, et je crois que tout le monde aura compris. Hein? Oh là, Mener Bougard, que Dieu me pardonne, mais je ne peux tolérer votre ironie. J'ai eu beaucoup de réticence à poursuivre ces recherches, et plus encore à en parler. Sachez que quoi que j'ai pu observer, je l'ai toujours fait sans me souiller d'une façon coupable. Cette semence, eh bien, voyez-vous, j'ai seulement utilisé ce que la nature, dans son cours le plus ordinaire, abandonne après le coït conjugal. Oui, c'est ça, après le coït conjugal. Que Dieu me pardonne, mais la science a ses exigences. Et il y avait tant de merveilles dans mon sperme. Et la même chose d'ailleurs pour les autres êtres vivants. Savez-vous, Mener Bougard, que la laitance d'un gros cabiot contient plus de petits animalcules que la Terre n'abrite d'êtres humains? Extraordinaire, vraiment extraordinaire. Oui, j'ai été, c'est vrai, un petit peu ironique avec Van Leeuwenhoek. Hein. Il faut quand même remarquer que c'est quand même, malgré son statut de savant un peu amateur, celui qui a effectivement découvert le premier les globules rouges, qui le premier, la même année, a découvert la présence de micro-organismes dans l'eau, qui le premier, en 1677, identifie des spermatozoïdes dans le sperme humain, et qui a été les premiers également à découvrir et à décrire des bactéries, notamment dans le tartre dentaire. Donc c'est un personnage assez méconnu et qui a
dans cette théorie de la génération, proposer un modèle dont je vais vous parler en quelques secondes, parce que si le processus de fécondation, finalement, vous l'avez compris, reste particulièrement mystérieux encore à cette époque. Alors, Swammerdam, qui est donc un Hollandais contemporain de Van Leeuwenhoek, lui pensait que tous les êtres vivants venaient d'un premier œuf qui était porté par Ève, et qu'une fois que tous ces œufs auraient été épuisés, la race humaine disparaîtrait. Eh bien, Van Leeuwenhoek va proposer une théorie complètement inverse. Lui, avec les spermatozoïdes qu'il a identifiés, il va proposer une théorie qu'il appelle l'animalculisme, c'est-à-dire une théorie dans laquelle, finalement, le fœtus vient justement du spermatozoïde. C'est la semence mâle qui possède en elle une sorte d'embryon préformé, et cet embryon préformé, il vient s'installer dans la matrice où il va se développer à l'est, nourri donc par la mère. Et donc, pour cette théorie, c'est le contraire de Swammerdam. Ce n'est plus Ève, cette fois-ci, qui est au point de départ de l'humanité, mais c'est Adam, c'est le mâle, c'est le sperme du premier homme qui, finalement, se transmet et est utilisé pour créer tous les autres individus par après. Ce modèle, finalement, a été pas mal discuté. Il a fallu attendre le tout début du XVIIIe siècle avec Leibniz qu'on connaît pour d'autres, évidemment, travaux, surtout en mathématiques ou en physique, ou qu'on connaît comme philosophe, qui a songé, lui, à imaginer que cette fécondation, finalement, pouvait être sexuée et que les deux partenaires avaient finalement de l'importance dans ce processus. Mais ce n'est que beaucoup plus tard, finalement, que le processus de fécondation a pu être observé avec suffisamment de précision. Donc, Van Leeuwenhoek va, pendant très longtemps, pendant quasiment un demi-siècle, observer ce sperme, va pouvoir essayer de regarder, de vérifier si sa théorie était fondée, mais il a eu cette honnêteté de reconnaître que dans les centaines ou dans les milliers de spermatozoïdes qu'il a pu observer, il n'a jamais vu ceci. Il n'a jamais vu cette espèce de fœtus préformé dans un spermatozoïde, ce qu'un autre de ses compatriotes, un certain Hartzucker, lui avait prétendu observer. Il appelait ça un homoncule, donc un fœtus préformé qui vient se positionner dans l'utérus et qui est alors nourri par cet utérus pour donner un être humain. Alors, nous arrivons à la fin de notre exposé. J'étais un peu long comme d'habitude, j'espère que vous n'avez pas trop lassé. En concluant sur le fait que, aussi bien pour Van Leeuwenhoek que pour Galilée, il y a eu évidemment des oppositions à ce qui avait été observé. Alors les oppositions pour Van Leeuwenhoek ne sont pas tout à fait les mêmes. L'enjeu n'est pas, je dirais, aussi important pour Van Leeuwenhoek que pour Galilée, mais il y a quand même le même type d'attitude, c'est-à-dire l'idée que regarder avec un instrument, utiliser un outil d'observation, que ce soit télescope, que ce soit microscope, déforme la réalité, qu'il y a une sorte comme ça de corruption, comme on le disait à l'époque, dans l'observation. Et le fait aussi que, on en a parlé aussi, ces instruments étaient finalement créés, inventés et utilisés par aussi bien Galilée et Van Leeuwenhoek dans des conditions qui faisaient qu'ils étaient quasiment les seuls à bien savoir s'en servir. Et donc, dès que cet instrument a été placé dans les mains de quelqu'un d'autre, eh bien, les performances étaient nettement plus médiocres. Dans cette idée des spermatozoïdes, par exemple, des grands noms ont continué à nier qu'ils puissent exister. Linné a toujours nié l'existence des spermatozoïdes. Un autre biologiste, Wallis Néri, disait que le microscope, c'était vraiment un outil miraculeux parce qu'en fait, il crée le phénomène. Donc, là aussi, ce que vous observez n'est pas du tout le reflet de la réalité. Alors, je terminerai par deux petites pensées, deux petites réflexions qui sont liées à ce qu'on vient de passer en revue ensemble. Qui fait des expériences augmente le savoir, qui est crédule augmente l'erreur. Et puis surtout, cette phrase particulièrement forte de Galilée, au moment où Bellarmine vient le trouver et va exiger de lui qu'il renonce à enseigner la théorie de Copernic,
d'enseigner ce que lui, Galilée, croit être la vérité. De toutes les haines, il n'en est pas de plus grande que celle de l'ignorance contre le savoir. Croyez-moi, et je pense que vous en êtes convaincus, elle est encore d'actualité et on ne peut plus d'actualité. Merci de votre attention. Alors je pense qu'il y a la traditionnelle question-réponse, hein, sans doute. On te laisse boire un peu. Oui, on me laisse boire un peu. Merci. Claude. Oui, ce que tu disais tout à l'heure, il y a juste un instant au sujet ces objets miraculeux qui créent les objets. En fait, les microscopes les plus puissants qu'on a actuellement, c'est ces accélérateurs de particules, et eux créent les particules qu'ils sont censés observer. Mais bon, ça c'est une autre histoire. C'est une autre histoire, effectivement. Ouais. Juste une petite question, quand tu parlais au début que les premiers lunetiers donc, qui avaient construit les oui. premières lunettes, Ouais. les proposaient aux militaires ou aux hommes de pouvoir, est-ce que finalement ça avait du succès commercialement? Oui, tout à fait, absolument. Donc, la petite chronique du Mercure français là, qui annonce la vente de ces lunettes sur les marchés parisiens montre qu'effectivement le public, monsieur et madame tout le monde, je dirais, peuvent s'acheter ce genre d'objets. Donc, c'est déjà fabriqué à plusieurs exemplaires. Hein. Donc les artisans, tout de suite, sont séduits par l'invention, on en vend et on l'utilise. Et les militaires se sont mis à l'utiliser tout de suite. Hein. On a des tas d'exemples où, à partir de 1608, effectivement, hein, tous les officiers et les stratèges, hein, sont équipés, effectivement, de cette... Oh, c'est une lunette que vous avez peut-être déjà rencontrée, qu'on vend maintenant sous forme de jouet la plupart du temps. C'est tout simple, ce sont deux tubes qui coulissent et que vous adaptez. Hein, c'est la lunette d'approche, tout simplement, hein, mais qui était vraiment révolutionnaire. Elle a un gros avantage par rapport aux lunettes qu'on utilise aujourd'hui pour observer le ciel, c'est qu'elle ne renverse pas l'image. Donc, quand vous l'utilisez, vous avez une image droite, donc vous observez vraiment la réalité, vous n'avez pas une image renversée qui apparaît. Hein. Donc ça, c'est un peu la différence avec les instruments d'optique actuels. Une autre question? Oui, Xavier. Oui. J'ai lu, je ne sais plus dans quoi, je ne sais plus du tout dans quoi, que les premières lunettes hollandaises avaient servi pour observer si les bateaux de la Compagnie des Indes revenaient bien. Et donc, quand on les voyait à l'horizon, on savait qu'ils étaient là et on pouvait vendre d'avance en bourse. Et c'est tout à fait vrai. C'est vrai. Il y a une double utilisation de la lunette. Elle est par les militaires sur les champs de bataille, pour observer les mouvements des troupes donc, qui s'approchent, hein, et par les commerçants qui, dans les ports, hein, vont pouvoir, avant tout le monde, en tout cas avant certains autres, voir les navires qui s'approchent et donc pouvoir anticiper, hein, dans certains cas, certains prix, etc., etc. Donc c'est vrai, donc c'est pour vous expliquer qu'effectivement, très rapidement, ce type d'objet a eu un gros succès commercial parce qu'on a trouvé des avantages à la fois militaires et commerciaux immédiats. Hein, mais on n'a pas du tout songé à s'en servir comme outil scientifique. Le premier, c'est effectivement Galilée qui le fait. Et à ma connaissance, bon, je me trompe peut-être, mais dans le Sidereus Nuncius, il n'explique pas en détail qu'est-ce qui a fait basculer les choses. Parce qu'il est clair que dans les premières semaines où Galilée construit ses lunettes, il le fait comme les Hollandais le faisaient, uniquement pour les présenter sous forme de lunettes d'approche, c'est-à-dire pour observer le paysage et s'en servir comme outil, là pas commercial, mais comme outil militaire. Donc, c'est fin novembre qu'il y a un basculement, hein, et Galilée va pointer sa lunette alors vers le ciel. Bon, mais qu'est-ce qui va l'inciter à le faire? On ne sait pas, c'est peut-être le hasard le plus... Ou alors il s'est dit, tiens, dans le fond, ça peut servir à ça aussi. Mais il y a manifestement un moment donné, hein, où les choses vont basculer dans l'esprit de Galilée. Mais au départ, ce n'est pas du tout conçu pour être, pour Galilée, un instrument d'optique
pour observer le ciel. D'ailleurs, jusqu'à l'époque de la lunette, Galilée n'a pas à son actif énormément de travaux scientifiques. Il a quelques écrits qui seront publiés par après, mais il a par contre des inventions qui sont des inventions, je dirais, techniques. Il a inventé, je crois, un compas à l'époque, mais bon, il ne s'est pas encore révélé comme le Galilée qu'on retient aujourd'hui, le Galilée qui va être le défenseur de l'héliocentrisme copernicien, qui va être le défenseur, pas seulement de ça, mais de la révolution peut-être en physique, qui va étudier le mouvement, etc. etc. Donc ce Galilée-là naît quelque part en 1610. Avant, il est encore relativement discret. Une autre question? Oui, Pierre. Vous avez expliqué que Galilée a fait des observations du Soleil. Oui. Est-ce qu'il utilisait un système par projection, voilà, ou bien il absolument. avait déjà un millard, Non. je vais dire. C'était par projection, bien sûr, comme l'autre, son nom m'échappe maintenant, c'est par projection, bien sûr, tout à fait. C'est pas par observation directe. Donc on fait entrer de la lumière, on a un écran et on regarde sur l'écran la position. Donc il n'y a pas d'observation directe, non, jamais. Une autre question, commentaire, suggestion? Pierre? J'ai aussi un vague souvenir que Steiner et Galilée se sont un tout petit peu bagarrés sur Oui, la tout à fait. paternité pour les taches solaires, mais je ne me souviens plus exactement dans quel C'est-à-dire que Steiner supposait, il a émis plusieurs hypothèses, mais il n'a jamais accepté que les taches se trouvaient à la surface du Soleil. Donc elles se trouvaient toujours à une certaine distance. D'abord, il a imaginé que c'était éventuellement d'autres planètes qui laissaient de l'ombre, qui laissaient une ombre sur le Soleil. Donc c'était des objets qui passaient entre la Terre et le Soleil, mais qui n'étaient pas vraiment à la surface du Soleil. Alors dans un autre modèle, il avait imaginé que le Soleil était probablement recouvert, on avait fait ça aussi pour la Lune, parce que c'est aussi pour expliquer comment se faisait-il que, ça c'était les aristotéliciens qui le prétendaient, ils voulaient une Lune lisse, parfaitement sphérique et lisse. Mais on le voit à l'œil nu, quand on regarde la ligne, il y a des taches. Et donc l'idée c'était de dire que les taches étaient en dessous d'une couche translucide qui, elle, était parfaitement lisse. Ah oui, c'est bon. Et les taches solaires, c'est un petit peu la même chose. Donc il y avait la surface du Soleil, et puis il y avait une espèce de masse translucide, et à la surface, il y avait les taches. Mais c'était plus le Soleil, ça. Donc, et Galilée, évidemment, a prétendu dès le départ que c'était effectivement des structures à la surface du Soleil, et il a même compris très rapidement, en observant seulement le déplacement de ces taches de jour en jour, que le Soleil était en rotation aussi, comme la Terre l'était, qui était une autre confirmation du système copernicien, bien entendu. Donc effectivement, ils se sont accrochés pendant un certain temps, et ça c'est une polémique que je n'ai pas eu l'occasion de développer, mais c'est vrai, tu as tout à fait raison. Mais les explications de Steiner tenaient absolument pas la route. Par contre, il avait des choses qui étaient nettement mieux observées que Galilée. Parce que Galilée observait le Soleil un peu, je dirais, pas dire par hasard, mais quand il a appris les travaux de Steiner, et quand il a pris connaissance des arguments que Steiner a invoqués, il s'est rendu compte que ça ne tenait pas la route, donc il s'est mis lui aussi à observer le Soleil, mais il l'a fait de manière tout à fait, je dirais, momentanée, ça n'a jamais été très long, et il a très peu publié là-dessus. Mais il y a eu des échanges de courriers quand même assez importants pendant quelques mois. Je peux poser une question technique. En fait, j'ai vu comment Damien et Olivier ont reproduit le petit microscope de Van Leeuwenhoek. Et donc, j'ai été vraiment frappé à quel point, c'est vrai que ça joue le rôle de lentille, mais c'est vraiment une toute fine gouttelette de verre. Est-ce qu'on sait à peu près... moi j'ai vu, il les étire et puis il y a une petite boule qui se forme. Enfin, chez nous, c'est comme ça. C'est aussi comme ça que faisait Van Leeuwenhoek, on sait ça je crois qu'il était beaucoup mieux équipé. Parce que dans les ateliers de l'époque, il y avait vraiment des systèmes de polissage qui étaient très, très, très sophistiqués. Et donc, même des toutes petites billes de verre étaient polies autrement, parce que les vôtres, vous ne les avez pas polies, en fait. Vous avez simplement laissé fondre. Mais en fait, Van Leeuwenhoek, comme d'autres à l'époque d'ailleurs, polissait vraiment avec un système excessivement fin ces billes de verre,
Donc il y avait une opération de polissage qui était très particulière, même sur une... Parce que je ne sais pas quelle est la dimension des bits verts que tu utilises, c'est 1 millimètre, quelque chose comme ça. Bon, c'est un petit peu la taille de celle de Van Leeuwenhoek, mais donc Van Leeuwenhoek polissait ces petites sphères de verre avant de les utiliser. Donc il y avait... Et les ateliers de polissage étaient excessivement bien équipés en matériel. Je ne sais pas ici, mais il y a des gravures qui montrent du matériel de polisseur à l'époque. C'est assez spectaculaire comme travail. Donc, non, ce n'est pas simplement laisser fondre la petite goutte. On pourrait avoir des performances encore bien meilleures en polissant convenablement, et en ayant une courbure, évidemment. Bien régulière. Oui. Okay. Ouais. Une autre intervention? Non? Voilà, mais je pense qu'on va applaudir Michel Bogart. Merci beaucoup. Merci. Voilà, je vous rappelle donc que l'expo Explorer l'invisible aura lieu jusqu'au 11 avril et qu'il y a des visites guidées gratuites tous les dimanches à 15h et 17h. Et le week-end du Printemps des Sciences, donc le week-end des 27 et 28, il y aura aussi des visites le samedi et le dimanche avec une cadence plus élevée, pratiquement toutes les heures. Pour le reste, je pense que bonne soirée à toutes et à tous et faites de beaux rêves. Voilà.